Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jurisdico dans ce cours de droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler du contrat de société. C'est un cours extrêmement important pour bien comprendre la matière du droit des sociétés. Le contrat de société, il est régi par deux pans de règles. Les règles du droit des contrats et les règles du droit des sociétés. En guise d'introduction, je vous ai mis l'article 1832 du Code civil qui dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui vont convenir par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Donc là, je vous ai mis déjà les points les plus saillants en gras du contrat de société. On dit deux ou plusieurs personnes par un contrat au travers duquel il y a une affectation commune des biens ou de l'industrie pour partager le bénéfice ou profiter d'une certaine économie. Donc on voit déjà cette notion d'association avec des associés, avec des apports, qu'ils soient en numéraire, en industrie ou en nature. Et tout ça pourquoi ? Pour participer aux bénéfices et aux pertes. L'article dispose aussi par la suite que, par exception, le contrat de société peut être fait par une seule personne. Donc on va avoir des sociétés dans lesquelles il va y avoir un associé unique. C'est le cas par exemple des SASU ou des EURL. Dans ces deux cas, on a bien deux sociétés, donc des personnes morales avec des associés uniques. Donc pour aborder ce cours, on va voir les conditions qui a trait au droit des contrats, puis les conditions qui a trait au droit des sociétés qu'on a déjà bien vu avec cette petite introduction. Donc les caractéristiques du contrat. Là, on va sur les articles que vous connaissez déjà bien en droit des contrats. L'article 1128 du Code civil va disposer que sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et le contenu licite et certain. Ça, c'est les conditions qui sont nécessaires à la validité du contrat. On va préciser. En ce qui concerne le consentement, il doit être exempt de vice. Ça veut dire qu'il ne doit pas être vicié par une erreur, un dol ou une violence. Et là, vous vous reportez à toute la partie qui concerne les vices du consentement sur votre code civil. Par ailleurs, le consentement ne doit pas non plus être simulé. C'est le cas lorsque le contrat de société va masquer, par exemple, la volonté réelle des parties. C'est le cas, par exemple, des sociétés fictives qui vont être constituées à des fins de fraude fiscale, par exemple. Ensuite, la capacité. Les associés doivent avoir la capacité de contracter. Et là, il faut se référer au droit commun. Par exemple, l'article 1146 du Code civil va disposer que les mineurs non émancipés, les majeurs protégés, sont incapables de contracter. Et donc, à défaut de capacité de contracter, pas de contrat de société possible. Ensuite, en ce qui est du contenu du contrat. Le contenu du contrat doit être licite et certain. L'article 1162 du Code civil va disposer que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but. Concrètement, si on se met dans le cas précis du contrat de société, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une société, par exemple, ne peut pas avoir un objet illicite, c'est-à-dire un objet qui dérogerait à l'ordre public. On ne peut pas constituer une société dans l'objectif de vendre du cannabis, par exemple. Ça peut prêter à sourire, mais certaines personnes, peut-être, auraient l'idée de se dire que puisque le cannabis est licite à Amsterdam, par exemple, ils peuvent monter un petit commerce d'import-export avec une succursale en France. Là, pour le coup, c'est complètement contraire à l'ordre public et c'est complètement illégal. Ensuite, on a aussi l'article 1163 du Code civil qui dispose que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. Concrètement, on pourrait y voir le fait que le contrat de société doit avoir une certaine cohérence. On pourrait imaginer ici que l'objet social doit porter sur une prestation qui est déterminée ou déterminable. Maintenant, on va s'attacher aux conditions plus spécifiques du contrat de société. Donc, on l'a vu, c'est l'article 1832 qui dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans certains cas par l'acte de volonté d'une seule personne. C'est ce que je vous disais, c'est par exemple les SASU ou les EURL.
Les associés s'engagent à contribuer bien évidemment aux bénéfices, mais aussi aux pertes. Et là, une distinction sera faite entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Dans les sociétés commerciales, la responsabilité est limitée au montant des apports. Par exemple, dans une SAS, si vous apportez 1 000 € au capital social, vous ne pourrez pas perdre plus de 1 000 €. Par contre, dans les sociétés civiles, la responsabilité est indéfinie. Ça veut dire qu'on n'est pas limité au montant des apports. Donc ça, c'est une nuance qu'il faut bien connaître. Ensuite, en ce qui concerne les apports, l'article 1843-3 du Code civil dispose que les apports peuvent être en numéraire, en nature et en industrie. En numéraire, c'est simplement un apport d'argent. Je vais apporter 1 000 € à ma société. C'est un apport en numéraire. Un apport en nature, c'est un apport qui, par exemple, peut consister en le fait d'apporter une voiture à sa société. C'est un apport en nature. C'est un bien mobilier ou immobilier qui est apporté à la société et en échange duquel l'associé va également obtenir des parts sociales. Enfin, il peut s'agir d'un apport en industrie. L'apport en industrie, c'est par exemple le fait d'apporter sa force de travail ou alors le fait d'apporter une certaine connaissance. Bref, c'est un apport qui est plutôt immatériel, qui donne des droits également à l'apporteur en industrie, mais cet apporteur en industrie va être tenu d'une obligation de non-concurrence vis-à-vis de la société. Car pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très personnel qui le lie à la société et qui lui donne des droits dans celle-ci. L'apport en numéraire, comme je vous l'ai dit, c'est une somme d'argent injectée par un associé dans la société pour financer son activité économique. L'apport passe d'abord par une souscription, c'est-à-dire une promesse de verser de l'argent sur le compte bancaire de la société. Ensuite, l'apport est libéré en une ou plusieurs fois, c'est-à-dire que le paiement est fait sur le compte bancaire de la société. Cernez bien la nuance, lorsqu'il y a souscription, sur le compte bancaire de la société, il n'y a pas encore d'argent. Par contre, quand l'apport est libéré, là, l'argent est versé sur le compte de la société. Prenez bien note sur le fait que l'apport en numéraire se distingue de l'apport en compte courant d'associé. Je corrige ma petite faute. Cet apport en numéraire va se distinguer de l'apport en compte courant d'associé, qui pour le coup, c'est une dette de la société envers l'associé. L'associé va mettre sur un compte spécifique, qui est un compte courant d'associé, une somme à disposition de la société. Il va pouvoir l'assortir d'intérêts, mais ce n'est pas un apport, c'est une dette que la société va avoir. Et d'ailleurs, ce compte courant d'associé est inscrit au passif. Ensuite, en ce qui concerne les apports en nature, ce sont tous les apports évaluables autres que l'argent. Donc, il y a des apports incorporels, il y a des apports corporels. Les apports incorporels, c'est par exemple les brevets, les marques, les logiciels, le droit au bail, les créances, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine ou encore les titres de société. En ce qui est des apports en nature corporelle, vous avez tous les biens meubles, tous les biens immeubles, mais aussi les fonds de commerce, qui comprennent des biens corporels et incorporels, par exemple la clientèle ou les marchandises. Bref, tous ces apports en nature vont faire l'objet d'une évaluation par ce qu'on appelle un commissaire aux apports au-delà d'un certain montant. Enfin, en ce qui concerne les apports en industrie, ce sont des apports en savoir-faire, des connaissances techniques, etc., etc. Ces apports ne vont pas entrer dans la composition du capital social. Par contre, ils donnent des droits, le droit au bénéfice, le droit de vote, etc., etc. Par contre, comme je vous l'ai dit, l'apporteur en industrie va avoir certaines contraintes et notamment une obligation forte de non-concurrence vis-à-vis de la société elle-même. On ne lui dit pas de ramener quelque chose qui a de la valeur sur le plan monétaire, mais par contre, on lui dit « Ok, tu nous prêtes un savoir-faire, on ne veut pas que tu ailles le disséminer un peu par-ci, par-là. » Quand on y pense, il y a une certaine logique derrière tout ça. Ensuite, on va parler des enjeux des apports. Déjà, l'article 1843-2 du Code civil dispose que les droits de chaque associé sont proportionnels à leurs apports. Ça veut dire que les associés vont avoir des droits économiques, par exemple le droit aux bénéfices. S'ils détiennent 70% de la société, ils auront 70% des bénéfices, tout simplement. C'est la même chose pour les droits politiques. Dans une assemblée, par exemple, celui qui détient la majeure partie du capital social aura une voix prépondérante sur celle des autres. Et en cas de litige, c'est donc ces apports qui vont permettre aux associés de faire valoir leurs droits économiques et sociaux tout au long de la vie de la société. Ensuite, le contrat de société est aussi défini par l'affectio societatis.
C'est une espèce d'élément moral du contrat de société. Concrètement, on parle de la volonté de s'associer pour collaborer à la réalisation de l'objet social. Ça, c'est une jurisprudence du 3 juin 1986, mais vous la retrouvez régulièrement, notamment le 3 mars 2021. Bref, l'affectio societatis, c'est vraiment cette volonté de collaborer à la réalisation d'un objet social commun. L'objet que vous retrouvez dans les statuts, souvent dans les articles liminaires. C'est vraiment une notion qui est extrêmement importante et d'ailleurs on voit souvent que la jurisprudence répète qu'il n'y a pas de société sans affectio societatis. Pour que ce contrat soit valable, il faut effectivement certaines formalités pour créer la société. Déjà, il y a la rédaction des statuts qui sont prévus par l'article 1835 du Code civil qui impose notamment le fait qu'il soit écrit. Il faut une publicité qui va précéder l'immatriculation. Cette publicité est obligatoire pour toutes les sociétés commerciales. La publicité contient la forme, le siège social, la gérance, la durée, etc. Elle peut être faite sur le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou sur un journal d'annonces légales, ou même sur les deux. Et la personnalité morale de la société va être subordonnée à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Vous pouvez regarder les articles L123-1 et suivants du Code de commerce. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le contrat de société. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Et moi, je vous retrouve sur les prochaines vidéos qui s'affichent directement à l'écran.